Et cette fois-ci, il est 11 heures, donc c'est parti. J'ai l'impression d'être dans les starting blocks à chaque fois. C'est presque les Jeux olympiques du 11-12. Il est 11 heures, on commence pile à l'heure. Donc, ravi de vous accueillir en ce mois Euh, de mai. Alors, la première petite règle qui s'applique dès à présent et qui sera tout à fait à propos, c'est de bien penser à couper vos micros au moment où vous ne parlez pas. Comme ça, on peut entendre nos intervenantes d'une voix haut et claire et c'est tout aussi sympathique. Alors, je vous présente mes petites acolytes du jour avec qui j'ai le plaisir de travailler. Donc, Juliette Boutin, qui est chargée de mission Action territoriale et EAC à l'agence. Maëva Bénard, qui est en stage avec nous depuis déjà 2 mois et qui reste encore avec nous jusque mi-juin. Et moi-même, donc Emmanuel Royon, qui suis chargée de mission pour le patrimoine. On a eu envie de traiter à plusieurs reprises dans ces 11-12 des rapports au public du patrimoine et des rapports au public qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait créer, qui étaient peut-être pas si naturels que ça. Et donc, on a eu envie de travailler sur le patrimoine en milieu pénitentiaire. Alors, à vrai dire, ce numéro ne venait pas de nulle part, puisque il a été soufflé par des rencontres que j'ai faites au tout début où je suis arrivée à l'agence avec Émilie et Nathalie que vous voyez sur vos écrans. Alors, quelqu'un doit avoir son micro allumé, donc je vais couper le son, désolé, de certaines personnes, parce que ça fait un espèce de grésillement étrange. Et donc, je pensais naïvement que ces actions de patrimoine en milieu pénitentiaire étaient chose courante et pas tant que ça, puisqu'en préparant ce numéro, j'ai contacté mes homologues dans toutes les régions et il se trouve qu'il n'y a pas tellement d'initiatives de ce type-là. Et donc, je me suis dit, bah, chic, 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 on a bien fait de faire ce 11-12 puisqu'on va apprendre plein de choses. Et on va essayer d'apprendre d'autant plein de choses que j'ai invité Marina Polas qui travaille, Paula ou Polas, je ne sais pas si j'ai écorché Polas, écorché ton nom. Tu as coupé ton micro, donc tu as dû me répondre, mais oui. j'ai pas entendu. Colas, c'est bien. Voilà. Qui donc est à l'ARL PACA, l'Agence régionale du livre de PACA, sur la mission Culture-Justice et à qui j'ai demandé de faire une petite introduction pour qu'on puisse effectivement voilà, savoir un peu de quoi on parle avant de s'attaquer à l'objet patrimonial. Déjà, de quoi parle-t-on? Alors, les petites règles de bonne pratique. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, coupez vos micros quand les intervenantes parlent. Ce serait plus confortable pour nous. Si vous pouvez renommer vos petites vignettes avec vos noms et prénoms euh, pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, c'est plus simple pour émarger. On essaye de regarder un peu qui vient d'où et à qui on s'adresse. Voilà, donc merci aussi. Ces numéros-là, c'est venu de petites visites que j'ai faites dans les établissements, mais le plus souvent, ce sont des sujets que les professionnels nous soumettent. Donc, ce qui est traité dans les 11-12 est soumis par les professionnels. Donc, je vous invite, Maëva vient de vous mettre le lien d'un petit dispositif qui s'appelle La Parenthèse, sur laquelle on recueille vos suggestions. Donc voilà, en général, on ne fait pas de censure avec Juliette, sauf quand vraiment on se dit ça va pas, on va pas y arriver. Donc voilà, on décale dans le temps, mais on traite tous les sujets qui sont proposés. Si vous voyez le sujet que vous avez très très envie de voir traité, ben, il suffit de liker la proposition de vos collègues et il sera traité plus vite que si jamais vous ne le likez pas. Voilà, donc les sujets fortement plébiscités sont mis au 11-12. Vous retrouvez également tous les 11-12 sur la playlist dédiée sur la chaîne YouTube de l'agence. Maëva vous a mis aussi le lien. Euh, voilà, et donc là, je vais meubler en attendant que Marina se rassoie pour que nous puissions commencer ce rendez-vous. Donc voilà, je vais céder la parole 11h04 à Marina pour qu'elle puisse commencer son introduction et puis qu'on voit. Alors, je vais juste, excusez-moi, voilà, qu'on puisse rentrer dans le sujet tranquillement et posément. Et pardon, je suis perturbée. Il y a quelques petits bruits parasites dans le bureau. Du coup, j'essaye de me concentrer. J'ai oublié de présenter mes intervenantes du jour et je suis navrée. Donc, Marina, je l'ai présentée, elle, puisqu'elle est à l'agence régionale du livre PACA. Nathalie Hérin, qui est directrice adjointe des médiathèques de Rouennais Agglomération, et Émilie Dreyfus, qui est responsable du patrimoine à la médiathèque de Chambéry. Voilà, merci à toutes les trois d'avoir accepté de participer à ce numéro et je laisse la parole à Marina. Merci à vous. Ben, merci à Emmanuel
Et puis bonjour à tout le monde. Donc je vous présente une petite introduction effectivement au milieu pénitentiaire plus particulièrement parce que au niveau de l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agence pour laquelle je travaille de mon côté, nous avons une mission culture-justice depuis 2015 qui concerne les majeurs et les mineurs de la région. Et l'idée, c'est de faire le lien entre les professionnels du livre et les professionnels du monde de la justice, à la fois en prison et à la fois dans les foyers de jeunes sous main de justice. Donc, plusieurs régions ont des missions comme la nôtre, mais pour l'instant, pas Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Alors, Et on en a eu une, hein, puisqu'Odile Kramar, qui était là, était la voilà. correspondante attitrée à cette mission, mais effectivement, ça fait Mm. quelques années on ne l'anime plus. Mm. Je corrige juste parce qu'elle est parmi nous. Je Ah me oui, oui, non, permettais mais comme ça. justement, c'est d'autant plus intéressant de savoir qu'elle est là. En plus, elle pourra sûrement compléter sur votre territoire plus précisément. Donc, on vous propose un petit historique très rapide des bibliothèques en prison. Donc, j'ai beaucoup utilisé hein, les connaissances regroupées dans plusieurs masters qui ont été écrits, notamment par Sandrine Husson, de l'usage des bibliothèques en prison entre contraintes sécuritaires et espaces de sociabilité. L'histoire des prisons, des bibliothèques de prison, pardon, elle est justement indissociable de l'histoire de la pénitentiaire. Et tout ça remonte a priori au démarrage de la Restauration, avec une amélioration des conditions de vie des détenus, qui devient un sujet de préoccupation politique. Donc on est en 1830, lors de la monarchie de Juillet, quand on voit l'arrivée du livre et l'introduction des bibliothèques en prison. En 1941, dans le règlement général pour les prisons départementales, on note, il sera établi dans chaque prison un dépôt de livres à l'usage des détenus. C'est le criminologue Henri Joly qui suggère que la moralisation par la lecture ne peut être effective que si les détenus y trouvent un quelconque plaisir. Donc peut-être à ce moment-là que l'ouverture des ouvrages vers autre chose que des contraintes et des lectures moralisatrices peut commencer. Le gros virage pour les bibliothèques en détention, c'est 1944, quand Paul Amor arrive à la tête de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Donc on a une période d'ouverture qui s'engage. Et on note par exemple, il est particulièrement souhaitable de faciliter et même d'encourager les lecteurs dans les prisons. Ou bien encore, il importe de mettre tout en œuvre pour augmenter les ressources des bibliothèques des prisons. C'est le garde des Sceaux en 1949, Lecourt, qui réaffirme: la lecture donne aux détenus la possibilité de mieux supporter les heures d'inaction. Elle leur permet d'accroître leurs connaissances et de trouver ici à se reclasser plus sûrement à leur libération. Entre 1946 et 1953, c'est la première fois qu'on a du personnel qui s'occupe de ces bibliothécaires, de ces bibliothèques, pardon. Et justement, ce sont les assistantes sociales qui sont en prison qui font office de bibliothécaires. En 1945, Amor, toujours, donne une forme légale au travail qui est fait au sein de la prison cette fois-ci, et on parle de détenus bibliothécaires, donc ce qu'on appelle maintenant les auxi-bibliothécaires, qui sont chargés de la tenue de la bibliothèque. Et en 1953, on a la création du Service central des bibliothèques, dit SCB. Leur souhait est de rapprocher la politique documentaire des bibliothèques de prison et des autres bibliothèques à l'extérieur commence à émerger, mais il n'y a aucun moyen humain qui est mis à disposition pour l'heure. Et c'est Paul Henwood, qui est bibliothécaire en chef du SCB pendant 20 ans, qui dit il pourrait être envisagé de demander aux bibliothécaires municipaux de consacrer quelques heures par semaine à la bibliothèque de la prison. À l'époque, dans les années 60, on retrouve traces de quelques expériences, expérimentations locales qui sont plutôt sur du don,
pas de réel travail commun intérieur-extérieur qui se fasse. On note notamment Pau qui est assez présent et il y a une initiative qui a été relevée à ce moment-là sur ce territoire-là, mais il y en a certainement ailleurs quand même. Euh, voilà, on a l'ABF qui commence à se tourner vers ses publics spécifiques et encourager les partenariats bibliothèque municipale, bibliothèque de prison. En 1980, le rapport de la DAP évoque le goût de la lecture pour que les détenus puissent avoir un accès direct à la bibliothèque et échanger vraiment avec le bibliothécaire et discuter de leur lecture entre eux. On peut comparer quand même avec d'autres pays en Europe, la Suisse par exemple à Genève qui depuis 1951 assure un service à destination des prisons par les bibliothèques municipales. Voilà, à peu près quelques années avant. Arrive l'époque des grands protocoles interministériels. Donc, on a le protocole Culture-Justice qui est mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication à l'époque de Lang et pour le ministère de la Justice Badinter. Donc, c'est en 1986 qu'a lieu le premier protocole Culture-Justice et on en est maintenant au quatrième puisqu'il a été signé en mars 2022 à Aix. Il est là pour relancer l'accès aux livres en prison dans ses dimensions plurielles, la lecture ou la production d'écrits, qui est un droit consacré pour les détenus et qui regroupe les divers textes et recommandations qui existent. Donc peut-être citer pour terminer cette petite partie sur le Code de procédure pénale, le CPP, en 2013, qui précise la médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de personnes détenues. Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable. Il est également précisé, l'accès aux activités culturelles est un droit fondamental qui contribue à la prévention de la délinquance et de la récidive, à l'approfondissement des savoirs de base et à l'acquisition des compétences tant sociales que professionnelles. Je ne commenterai pas l'état réel de la situation et des facilités ou pas de se rendre en médiathèque quand on est incarcéré, mais voilà les textes en tout cas. Signaler de manière très importante la création dans le groupe ABF d'un groupe spécifique médiathèque, bibliothèque d'établissement pénitentiaire qui voit le jour en 2011 et qui indique les collectivités territoriales et leurs bibliothèques sont des partenaires essentiels pour le conseil, l'accompagnement de projets, le prêt de livres et autres supports, l'organisation d'animations impliquant la participation active des détenus, la formation des détenus bibliothécaires. Donc, je me permettrai, si ça vous convient, de partager dans le chat le lien vers la page de l'ABF relative à ces publics. Mais j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, vous connaissez déjà ce groupe et l'existence de leur travail. Mais voilà, je pense que c'est à ne pas oublier et à s'y référer régulièrement pour l'enrichir aussi de toutes vos expériences. Dans un deuxième temps, je voulais présenter un petit peu les différents liens entre les bibliothèques municipales, bibliothèques départementales et les prisons, parler des niveaux d'implication qui sont très disparates et qui me semblent essentiels à ne pas mettre en hiérarchie et se dire qu'il est impossible pour soi de s'engager dans un partenariat avec une prison qui se trouverait sur le territoire ou pas loin du territoire. Chacun fait selon ses possibles et c'est une évolution constante des partenariats. Je tiens à le signaler parce que une toute petite main tendue qui commence simplement par un don ou un désherbage qui est fait annuellement, il peut être très important pour la prison de ne pas se sentir isolé et seul, notamment pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qu'on résume par le sigle SPIP, et qui sont là pour travailler justement ce lien-là, cette réinsertion et œuvrer auprès de la bibliothèque, qui est le seul lieu culturel repéré qui est à peu près le même dans tous les établissements de France.
Donc on peut aller d'un don à des désherbages annuels. Il y a parfois une présence et un suivi et une formation des auxiliaires bibliothécaires, donc ces détenus dont on a parlé qui sont en détention. Ça peut se faire mensuellement. Il y a parfois des venues hebdomadaires qui permettent des ouvertures de la bibliothèque de la détention sur un créneau particulier. Par exemple, sur notre territoire à nous, on a Grasse qui va toutes les semaines avec une personne chargée des publics éloignés et qui, dans son emploi du temps, le mercredi, est en détention chez les mineurs le matin, chez les majeurs l'après-midi. Voilà, c'est un poste exceptionnel qu'on a très peu dans la région, hein. Nous, on en a un à Grasse, mais voilà, ça peut exister. Il y a aussi des postes parfois qui ont été ouverts, notamment par ces fameuses PIP, donc par l'administration pénitentiaire, pour avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient travailler dans la bibliothèque de la détention avec un contrat de 25-30 heures par semaine. Donc nous, en région PACA, on en a deux. C'est une association qui s'appelle Pour ainsi dire, avec deux personnes qui travaillent au Beaumet, à Marseille, et à Aix, la plus grande prison de la région. Voilà, on a aussi parfois des sorties de détenus qui peuvent avoir des visites. Il y a parfois des visites qui peuvent être organisées, mais peut-être que vous en reparlerez plus précisément, notamment dans les archives, visites, découvertes, ou des formations professionnalisantes, voire des stages. Il y a une autre branche de l'administration pénitentiaire qui propose des tiges et qui permet d'accueillir des personnes placées sous main de justice et de les avoir au sein de la bibliothèque et leur faire découvrir tout votre monde et votre fonctionnement. Et il peut y avoir enfin des propositions d'animation sous diverses formes. Alors justement là-dessus, ben, les formes, il peut y avoir des formes d'animation internes à l'équipe. Ça nécessite beaucoup de ressources humaines. On est bien au clair là-dessus, mais il y a parfois des possibilités de mener des ateliers par des bibliothécaires eux-mêmes. Par exemple, sur le réseau des services hors les murs du réseau des bibliothèques de Marseille, on a 2 fois par mois une visite de deux agents qui vont animer à la prison des Baumettes des actions. On a la Dracénie, donc le réseau de Draguignan, qui eux considèrent la bibliothèque de prison comme leur 14e lieu du réseau et qui va 2 fois par mois aussi animer, faire de la bibliothéconomie et aussi de l'animation. Et on a par exemple, et donc là on rejoint notre sujet plus directement, la bibliothèque municipale d'Aix-en-Provence qui va 2 fois par mois en détention. Une fois se concentre sur une bibliothèque d'un bâtiment Aix 1 qui n'a pas de bibliothécaire, qui est très isolé, donc faire un travail de fond sur le fond et avec l'auxiliaire et qui mène l'autre fois où elle s'y rend, le 15 jours suivant, des ateliers en interne. Et donc, le réseau des archives est très sollicité. Et il y a eu deux ateliers, un atelier sigillographie et un atelier enluminure qui ont été menés par les personnels du service des archives. Euh, les bibliothèques départementales, elles, sont un peu plus sur le volet formation des auxiliaires bibliothécaires, mais il peut y avoir aussi vraiment une porosité entre les deux. Ça dépend du terrain. Par exemple, on a deux bibliothèques départementales qui sont les seules à intervenir en prison dans le 05, donc dans les Alpes. Et sur le Vaucluse, ils n'ont pas d'autres partenaires, donc ils font un petit peu tout, du conseil, etc. Ils y vont, ils désherbent. Par contre, les bibliothèques départementales qu'on a aussi sur notre territoire du 04 et du 83, donc le Var, sont en double partenariat avec des bibliothèques municipales à Digne et à Draguignan. Et dans ce cas-là, chacun se répartit et ne fait pas les mêmes tâches, ce qui permet d'être un partenaire plus complet encore pour les prisons. C'est très précieux. Et donc, pour terminer, je serai sur le lien qui peut y avoir et qui me semble essentiel entre l'extérieur et l'intérieur. À la fois votre venue à vous, bibliothécaire de l'extérieur qui venez en détention, vous êtes vraiment pour les détenus et pour l'avoir vécu lors de restitution, des bulles d'oxygène. Vous êtes quelqu'un qui venait vers eux, qui se penchait vers eux, et l'humanité qui est dans ce geste aussi de venir et d'être là parce qu'il s'agit d'être humain et qu'on est là pour respecter ce droit à la culture, c'est essentiel pour eux. Et puis, dans le sens contraire,
arriver à valoriser à l'extérieur ce qui a pu se tenir en détention, c'est extrêmement positif pour eux de pouvoir montrer quelque chose de positif au grand public de ces lieux-là qui sont souvent synonymes de violence et de négatif, de tout ce qui a pu se passer pour la société. Et moi, je dirais que le rôle des bibliothécaires, il est aussi un rôle essentiel de passeur d'un côté à l'autre. Je citerai aussi la bibliothèque municipale de Grasse qui a fait une exposition au sein de son tout nouvel équipement sur la ville pour le grand public, une rétrospective des 30 ans de partenariat avec la maison d'arrêt et qui a mis en avant tout le travail qui avait été fait, des exposés, de différents travaux des détenus et c'était extrêmement valorisant avec une conférence pour en discuter avec le grand public. C'est assez rare, mais c'était aussi très précieux de voir ça mis en avant. Voilà, je terminerai en disant que le travail avec les prisons du territoire, c'est possible, mais c'est aussi possible d'être partenaire ailleurs si vous n'avez pas sur votre territoire une prison et que c'est un souhait de l'équipe, que ce soit par des dons ou un travail avec une prison un peu plus lointaine. Il y a des prisons qui se sentent très isolées et qui n'ont pas de partenaire. Et par exemple, là, nous, on a un réseau de la métropole et on a une médiathèque d'Istres qui va être partenaire de la prison de Salon parce que la médiathèque de Salon ne peut pas en ce moment au niveau RH assurer ce partenariat. Et puis signaler qu'il y a aussi tout le réseau de la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, qui comporte des foyers et des hébergements de jour avec des jeunes. Et il est aussi possible de monter des partenariats avec eux. Ce sont des jeunes qui sont très éloignés et des éducateurs qui ne sont pas outillés avec le livre et la lecture. Et donc là, vous pouvez aussi leur apporter beaucoup de soutien. Il y en a certains qui vont en bibliothèque, puisque eux, il y a une liberté de circulation qui est peut-être facilitante pour monter des projets. Et je finirai par cette anecdote effectivement sur Avignon. On a eu les archives d'Avignon qui avaient accueilli des jeunes donc de la protection judiciaire et leur avaient permis de circuler et de visiter une expo sur les livres sacrés. Et elle leur avait fait enfiler les gants et avec les gamins qui racontaient à quel point ils avaient été émus d'avoir le droit de toucher et d'approcher aussi à la fois un texte qui était très important pour eux. Il y avait des Corans, des Bibles. Ils avaient essayé de trouver plein de textes sacrés et à la fois la manipulation de ces livres précieux. Et ils s'étaient sentis extrêmement fiers de la confiance qui leur était accordée. Voilà, j'espère pas avoir été trop longue et en tout cas, Non, c'est parfait, Marina. merci. Merci beaucoup. Esprit d'escalier, juste une petite chose, j'ai oublié de dire que bien évidemment, vous pouvez vous poser vos questions sur le chat tout au long du rendez-vous et on prendra les interrogations au fil de l'eau. On n'est pas super nombreux, donc si vous avez une grande envie de lever la main et de prendre la parole, ce sera possible aussi. Vous avez une petite icône réagir en bas, donc si vous avez envie de partager quelque chose, c'est possible. Donc là, on va aller en Rhône-Alpes. Odile a partagé les dates de la mission qu'elle a occupée, je suppose, entre 98 et 2012 sur ces questions-là. Effectivement, on avait envie de faire une incursion de ce que peut le patrimoine, enfin, ce que peut véhiculer comme image que nous, on essaye parfois un peu de tordre sur ce côté un peu sacral du patrimoine et qui pour autant peut être convoqué aussi dans certaines autres circonstances. Donc voilà, tu as parlé un peu de hors les murs. Donc je vais donner la parole tout de suite à Émilie. Non pas, effectivement, on s'est dit qu'il y a énormément de choses à présenter sur ce service en particulier à la médiathèque de Chambéry, mais en tout cas de plus parler de ce qu'elle a fait et ce qu'ils ont fait autour du patrimoine à Chambéry. Et puis on donnera la parole ensuite à Nathalie. Merci, Émilie. Merci à toi, bonjour à tous. Donc, il y a un petit point historique pour commencer. Les bibliothèques de Chambéry interviennent en milieu pénitentiaire depuis 1989. Vous m'entendez bien ou pas? On t'entend très très bien. Si tu... D'accord, parce que j'ai effectivement Oui, un petit grésillement dans l'oreille. mais non, tout va Euh, bien. donc depuis 1989 et les premières actions qui étaient avant tout du portage de livres à la maison d'arrêt de Chambéry. Et puis en 2007, il y a eu un grand projet de service dans les bibliothèques de Chambéry qui a abouti
à la création d'une troisième bibliothèque que l'on a nommée la bibliothèque voyageuse, qui est un service structuré d'action hors les murs, donc qui mène différentes actions dans les structures de réinsertion sociale, les maisons de retraite, les EHPAD et, pour ce qui nous concerne, la maison d'arrêt. Donc, le hors les murs est vraiment au centre de l'action des bibliothèques de Chambéry. Et puis, en 2013, sont nées les actions que l'on a nommées patrimoine voyageur et qui, très prosaïquement, en fait, ces actions sont nées de la rencontre de deux services qui sont pourtant assez éloignés en termes de pratique, de public ou de collection, qui ont même peut-être des philosophies diamétralement opposées, mais on va voir comment est-ce qu'on s'est retrouvés. Donc, ces deux services, c'est le service patrimoine et ce fameux service de la bibliothèque voyageuse. Et puis, ces actions, elles reposent aussi sur une conviction partagée qu'il était possible de faire participer le public du dehors aux grands événements du patrimoine. Et enfin, dernier point, nous étions, ces deux services, convaincus aussi du rôle social du patrimoine écrit, de ce que pouvait faire, de ce que pouvait apporter le patrimoine écrit à des publics très éloignés du patrimoine, de la culture et en général. Donc, en fait, ce qui est un petit peu au cœur de ces actions du patrimoine voyageur, c'est une citation que j'emprunte au directeur du théâtre de Chaillot, un ancien directeur, qui dit rechercher à faire de l'élitisme pour tous. Donc, c'est vraiment ce qui est au cœur du patrimoine voyageur et peut-être encore plus particulièrement à la prison, c'est prendre le contre-pied en fait de tout ce qu'on peut projeter, nous professionnels ou bien le public, sur le patrimoine écrit, à savoir que ce patrimoine écrit est élitiste, exigeant, non accessible à tous. Donc, le principe, comment est-ce qu'on travaille, c'est que depuis 2013 et depuis une petite exposition estivale autour d'images de la montagne, donc composée d'estampes et de cartes postales, depuis cette exposition, chaque exposition patrimoniale qui a lieu dans les murs est déclinée en une deuxième exposition pour être sortie hors les murs. Donc, en fait, le principe, c'est de garder absolument le même propos, c'est-à-dire de ne pas chercher à tordre le propos initial, le propos scientifique de l'exposition, mais de travailler sur les discours de médiation et les outils de médiation pour rendre cette exposition accessible à tous. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que l'on crée une deuxième exposition composée de documents originaux. Et ça, c'est vraiment ce qui est au cœur des actions patrimoine voyageur. C'est la volonté, dans un premier temps, d'expérimenter ce que pouvait le document original, le contact avec le document original auprès de ces publics éloignés. Et donc, au-delà, notre objectif, c'était de mener une réflexion sur la possibilité d'investir ce patrimoine écrit d'un rôle social. Donc, très concrètement, à la prison, donc à la maison d'arrêt de Chambéry, les séances, on les appelle comme ça, des séances patrimoine voyageur, ont lieu dans la salle de classe, donc qui est la seule salle de la maison d'arrêt avec une fenêtre et des barreaux, mais une fenêtre, ce qui est plutôt agréable. Ces séances, elles durent 1 heure et demie. Et en fait, nous avons souhaité, dès l'origine, resacraliser ou sacraliser en tout cas ce patrimoine. Vous allez me dire, c'est peut-être paradoxal, mais je vous expliquerai. De sacraliser donc le patrimoine que l'on montre avant tout au moyen de la fameuse triade gants, feutrine, lutrin, feutrine rouge de préférence, les gants blancs, bien évidemment, que l'on n'utilise plus, les professionnels du patrimoine écrit le savent, et des lutrins.
Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on contextualise les documents présentés. Donc, je l'ai dit, hein, par le biais d'objets de médiation ou d'outils d'accompagnement, pour essayer de retrouver un minimum de scénographie de l'exposition du dedans. Donc, on utilise des objets, des globes pour parler de la vision du monde. On peut utiliser pour la littérature populaire des exemplaires de presse populaire actuelle, etc., etc. L'objectif étant, bien évidemment, toujours de mettre le document original et le patrimoine au cœur de ces rencontres. Donc pour le moment, nous menons ces actions donc systématiquement en lien avec les expositions patrimoniales. C'était le souhait de ne pas faire des actions dédiées à la maison d'arrêt, et c'est-à-dire aussi de ne pas projeter les attentes des détenus en se disant je vais à la maison d'arrêt, donc il faut que je trouve des thématiques qui vont intéresser les détenus. Donc, on a travaillé autour d'images de la montagne, autour de la correspondance. C'était une exposition aussi sur la correspondance, donc une exposition patrimoniale qui était difficile, d'un contenu difficile. À la fois dans les murs, hein, puisque c'était essentiellement de l'écrit, donc c'est beaucoup moins facile à valoriser que des images, et à la maison d'arrêt, finalement, on se rend compte que chaque chose que l'on apporte du dehors fonctionne vraiment bien. Donc, comme le disait Marina, hein, dès qu'on vient du dehors, c'est une façon de mieux supporter. Donc, j'ai noté cette citation. De mieux supporter l'incarcération. Et puis, voilà, pardon, je me suis perdue dans la citation. C'est pas grave parce Euh, que tu es une petite bulle d'oxygène, donc tu peux, voilà, c'est ça voilà. que je cherchais. Merci, la petite bulle d'oxygène. Donc, on a voilà, la correspondance, on a travaillé sur les cartes géographiques aussi, et puis sur la littérature populaire. Euh, ce sont des actions qui sont extrêmement valorisantes à la fois, je pense, pour les bibliothécaires et pour les détenus. La responsable de la bibliothèque voyageuse, hein, Annie Péguisson, a cette phrase que j'ai notée et que j'aime vraiment beaucoup, qui dit que la valeur du document que l'on présente valorise celui qui le regarde. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité resacraliser ce qu'on présente. L'objectif n'est pas de dire, de banaliser le patrimoine écrit. Notre objectif, c'est bien de lui donner de la valeur et de l'exceptionnel, et finalement aussi de redonner au patrimoine écrit sa valeur d'usage, qui est donc d'être regardé, consulté, tourner les pages, ce qu'on perd, hein, quand on fait une exposition de livres anciens qu'on enferme dans une vitrine. Voilà pour Merci beaucoup. le patrimoine en Euh, prison. Avant de partager un peu vos regards croisés, on va aller du côté de Rouen pour partager l'expérience qu'ils ont menée aussi. Et puis effectivement, on va revenir, hein, sur ces questions de sacralité du patrimoine que j'aime bien qu'on y revienne parce que alors dans la salle, je crois qu'il y a peut-être pas tellement de collègues du patrimoine, mais voilà, on essaye nous de le gommer le très souvent et là on le convoque. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra, et on reviendra aussi sur l'investissement des agents et agentes, voilà, sur plein de questions qu'on s'est posées. Mais je vais laisser d'abord la parole à Nathalie pour qu'elle puisse nous présenter ce qui est fait à Rouen. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter rapidement l'historique du partenariat autour du centre de détention de Rouen qui date de 2009. C'est un partenariat quadripartite à la base entre la médiathèque de Rouen à l'époque, le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est chargé de l'action culturelle, entre autres, hein, en centre de détention, le centre de détention et la médiathèque départementale, aujourd'hui nommée Direction départementale du livre et du multimédia de la Loire.
Le partenariat à l'origine du côté de la médiathèque de Roanne était essentiellement axé sur des visites, de l'accompagnement documentaire, de la formation et de la fourniture d'ouvrages. Et en 2022, en lien avec le projet d'établissement que nous avons élaboré pour les médiathèques, nous avons décidé de faire évoluer ce partenariat. Comme disait Marina, en effet, les actions sont diverses et évolutives et rien n'est permanent. Ce partenariat a été de fait orienté davantage vers de la médiation culturelle et documentaire, en maintenant aussi l'accompagnement des auxiliaires de bibliothèque, sur la base aussi d'une importance de la bibliothèque au sein du centre de détention comme seul lieu culturel permanent identifié pour nous et d'une nécessité de valoriser le plus possible les auteurs, les œuvres, la lecture, les domaines artistiques, tous les champs culturels sur lesquels les médiathèques pouvaient apporter une valeur ajoutée. Alors, ces nouveaux axes, donc, qui datent maintenant de quelques années, ont reposé sur une priorisation de la médiation culturelle et documentaire, l'élaboration et la participation aux actions de promotion du livre et de la lecture, et aussi un maintien de la participation au développement de l'offre documentaire des bibliothèques via les acquisitions, l'accompagnement des dossiers CNL, etc. Alors, plus spécifiquement sur la médiation culturelle et documentaire, plusieurs volets ont été initiés ou poursuivis ou approfondis. La mise en place en 2023 d'un partenariat avec l'association Lire pour en sortir autour de la nuit de la lecture, qui a permis de réaliser 3 éditions de lecture à voix haute musicale avec les personnes détenues, des bébés booking avec les enfants et leurs mères détenues qui ont pu se faire et qui actuellement sont suspendus, faute de présence d'enfants au centre de détention. L'animation de rencontres auteurs aussi dans le cadre de Quai du Polar et de Curieux Voyageurs. Un club lecture qui vient d'être mis en place aussi. Et pour terminer, donc les Trésors du patrimoine, qui est l'action que je vais détailler davantage, qui est donc une action de valorisation des collections patrimoniales thématiques qui existe depuis 2022. Alors, je voulais préciser que si, en tant que directrice adjointe, j'ai travaillé l'évolution du partenariat, et participer moi-même aux visites et aux actions dans les bibliothèques. Ces trésors du patrimoine ont été imaginés par Laetitia Durand, qui était la responsable du pôle patrimoine à l'époque, et sont portés par toute l'équipe du patrimoine, donc Isabelle, Mathilde et Audrey, et le responsable de pôle, donc sur la base de binômes qui interviennent 2 fois par an sur des présentations documentaires thématiques patrimoniales. Alors, les rendez-vous qui ont pu se dérouler jusqu'à présent ont porté au début sur des sujets liés plutôt au segment de collection ou au support. On a eu une première action qui s'appelait l'ère de la presse. Ensuite, une séance autour de l'histoire du livre et de la reliure. En 2023, l'histoire et la technique de la photographie. Et depuis quelque temps, on est davantage sur des présentations thématiques, comme Histoire d'un rêve, la conquête du ciel, qui a été issu d'un atelier que nous avions proposé pour les Journées européennes du patrimoine. Nous avons pu, du coup, proposer aux personnes détenues. La médecine dans les livres anciens, modes et tissus. Voilà, donc on est depuis quelque temps sur des axes un petit peu plus transverses qui permettent à la fois de proposer au public des personnes détenues des livres, de la presse, de la photographie, de la carte postale, des éphémères, des documents aussi chronologiquement sur un versant chronologique très étendu, puisque nous partons du XVIe siècle pour certaines thématiques jusqu'au XXIe siècle, à travers les livres d'artistes, par exemple. En fait, tous les fonds du pôle patrimoine sont utilisés. L'action se déroule dans une salle commune et non pas dans les bibliothèques, parce que la spécificité du centre de détention est d'avoir trois bâtiments et 3 petites bibliothèques qui ne communiquent pas entre elles. Un bâtiment femmes, 2 bâtiments hommes. Le fait de réaliser l'action dans une salle commune qui s'appelle Socio, qui est en fait aussi la salle de culte, c'est une salle polyvalente, hein, permet la mixité, ce qui est très important, c'est-à-dire d'avoir un public de détenus
qui ne soient pas uniquement femmes ou hommes, et aussi d'avoir une jauge un petit peu plus importante que dans les bibliothèques qui ont une surface entre 25 et 30 mètres carrés. Voilà, donc on a une importance quand même de détenus masculins parce que c'est aussi en lien avec la représentation de la population au centre de détention. Après, sur les aspects organisationnels, communication portée par le SPIP, le référent SPIP, inscription aussi et communication de premier niveau assurée par les auxiliaires de bibliothèque et recueillie par le SPIP. Ensuite, installation avec l'appui des surveillants et intervenants, donc deux bibliothécaires qui présentent cette action. Euh, le rôle de la bibliothèque là, dans ce type d'atelier, alors il ne s'agit pas d'oublier qu'il s'agit d'un public captif et que le centre de détention n'offre que peu d'offres culturelles et peu d'occasions d'échange avec les intervenants extérieurs. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée, quelque chose qui est à chaque fois mis en avant à travers toutes nos actions. C'est, comme vous l'avez signalé, Émilie et Marina, l'apport extérieur, hein. Ensuite, il y a bien évidemment une ouverture au livre, à la lecture, au patrimoine écrit et graphique. Cela permet de susciter la curiosité et puis aussi de se dire que ces ouvrages, même s'ils ont un côté sacré ou un petit peu idéalisé de la part des détenus, peuvent être présentés, voire manipulés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant et apprécié. J'insisterai aussi beaucoup sur le rôle émotionnel de ces présentations, le fait de montrer de belles éditions qui ont une valeur esthétique, une originalité, quelque chose d'inédit, un caractère unique, voire remarquable, forcément suscite l'admiration ou un plaisir esthétique qui est partagé par les personnes détenues. Bon, par exemple, on a pu présenter une Bible de 1542 imprimée chez l'éditeur Sébastien Griffe, un poste incunable, des livres d'artistes, comme je disais tout à l'heure, des ouvrages de botanique avec des planches illustrées, des revues de mode illustrées fin 19e siècle, enfin toutes sortes de choses qui peuvent parler à différentes personnes selon des modalités respectives. Un autre point aussi qui est important, c'est le fait de susciter l'échange dans le groupe de personnes qui bénéficient de cette médiation. Nous avons en effet des détenus qui sont très divers. Certains sont en reprise d'études, c'est la minorité, et parfois peuvent être très pointus sur leurs connaissances, mais la majorité sont des détenus qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir accès aux livres et encore moins aux collections patrimoniales. Donc, ça permet aussi d'échanger et de partager les réactions et les ressentis. Euh, on montre aussi la diversité des expressions, des modes créatifs, on développe la connaissance sensible des documents. C'est aussi un point intéressant. Et je voulais aussi m'arrêter sur quelque chose que je pense n'a pas été forcément évoqué, c'est la notion d'esprit critique et de mettre le doigt sur l'historicité de certaines thématiques à travers la presse, la photographie, l'édition ancienne. On peut voir apparaître d'autres visions du monde, euh, mettre l'accent sur l'historicité du traitement des informations, euh, évoquer des souvenirs subjectifs, mais aussi la mémoire collective. Donc ça, c'est aussi intéressant dans la démarche. Et puis, il est aussi important, je pense, de valoriser l'existence et la pertinence des petits récits, des archives populaires, qui, du coup, renvoient chacun à sa propre expérience. Et on a eu le cas sur l'intervention autour de la mode et du textile. Une des personnes détenues avait travaillé en usine textile auparavant et a pu, de fait, commenter avec les bibliothécaires les documents, certains documents qui étaient présentés et faire témoigner aussi de sa propre expérience et la partager avec les autres. Et puis enfin, c'est un moment de loisir et de plaisir pour les personnes détenues qui, du coup, voient de belles choses, rencontrent des bibliothécaires, échangent et peuvent en effet avoir un contact avec le dehors autour de thématiques qu'on essaye de rendre les plus intéressantes et les plus illustrées possibles. Voilà pour donner un petit peu le panorama de ce qu'on propose autour de l'opération Trésor du patrimoine.
Merci beaucoup à toutes. Alors, il y a déjà des questions et du coup, je vais tordre un peu notre trame et parler plutôt tout de suite des documents et de leur valeur patrimoniale. Alors, du coup, la question sera double puisque Barbara Danner, je ne sais pas si j'écorche le nom de famille, demande combien de documents en moyenne par séance peuvent être présentés. Et alors, moi, justement, j'aurais pour compléter, hein, vous mettrez cette petite donnée-là où vous voulez dans vos réponses. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que le patrimoine a cette dimension peut-être supplémentaire, un enjeu à jouer dans ces temps-là qui, selon vous, est importante. Et comme j'aime les questions qui n'en finissent plus, effectivement, est-ce que dans le document patrimonial, celui qui résonne le plus est celui qui sera le plus exceptionnel dans sa rareté et son ancienneté, ou est-ce que justement, comme vient de le dire Nathalie, et je sais qu'Émilie a parlé de la correspondance tout à l'heure, j'ai complété une partie dans le chat, quelles peuvent être aussi d'autres valeurs patrimoniales plus du quotidien, hein, comme a dit Nathalie, que j'aime beaucoup, qui peuvent aussi résonner dans ces moments-là. Voilà, comment vous imaginez que ces documents-là, la façon dont vous les présentez, voilà, peuvent avoir un rôle supplémentaire, différent, disons, des autres temps proposés. Et juste pour compléter, Nathalie, il y aura effectivement une formation proposée par Médial et Interbibli autour de l'esprit critique et des collections patrimoniales. Voilà, juste pour compléter ce que tu disais. Émilie, peut-être si tu veux commencer sur la valeur symbolique du patrimoine. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un article concernant la bibliothèque voyageuse dans le dernier livre qui est sorti sur le BAO, sur la médiation des collections patrimoniales. Mais non, c'est médiation. Bref, je vais retrouver le titre exact et je vais vous le mettre dans le Et, chat. pardon, Voilà, renouveler les médiations autour voilà. du patrimoine. Alors, je me suis un petit peu perdue dans ta question, mais en fait, je rejoins tout à fait ce que disait Nathalie donc à la fin de son intervention. Je pense, mais j'en suis convaincue pour tous les publics, puisque je suis là où je suis, c'est-à-dire responsable d'un service patrimoine. Je suis convaincue que le patrimoine écrit peut beaucoup de choses et pour toutes les raisons rappelées par Nathalie tout à l'heure, à savoir que cette historicité du patrimoine permet, enfin c'est ce que j'ai vraiment ressenti avec les détenus, permet de les ancrer dans un temps plus long que celui de l'instantanéité. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué peut-être en maison d'arrêt, mais ce qu'on peut retrouver aussi avec lors de classes patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine écrit ancre la personne qui en est au contact, l'ancre dans un temps plus long. Et ça permet voilà, de prendre du recul, de faire des liens aussi entre différents temps, différentes époques. Et puis je crois qu'il y avait un deuxième point dans ta question. Euh, En fait, les détenus, ce que l'on a remarqué par rapport aux thématiques très différentes des documents patrimoniaux que l'on a apportés, c'est que donc c'est aussi beaucoup sous forme d'échange, hein. On n'est vraiment pas dans un exposé didactique, enfin genre conférence. C'est vraiment un échange autour des documents avec les détenus et qu'en fait du lien se fait systématiquement avec tout type d'objets que l'on peut apporter et ça c'est vraiment assez extraordinaire. Par, je termine là-dessus. Petite anecdote par rapport à la correspondance. Donc c'était des lettres hein, de personnages historiques que l'on a eu beaucoup de mal à valoriser à la fois dans les murs, je le disais, c'est essentiellement de l'écrit, et également dans les maisons de retraite et à la maison d'arrêt, on a fait un carton, c'était voilà, un carton plein, parce que cette façon de s'exprimer qui leur paraissait très désuète et en même temps absolument extraordinaire, enfin, leur a donné beaucoup d'idées, voilà, et donc ils ont recopié des passages entiers d'expressions de lettres anciennes pour écrire à leur femme ou à leur famille. Donc, c'était vraiment un chouette moment. Merci beaucoup. Peut-être juste si tu peux ajouter, compléter, la collègue demandait combien de documents vous pouvez amener Oui, lors de vos visites.
C'est 10 maximum en général. On peut pas, et même si on en apporte un petit peu plus, on n'a jamais le temps. Enfin voilà, on préfère passer du temps sur chaque document. Donc c'est 10 maxi, ouais, pour nous. Ok. Nathalie, peut-être un... Alors, sur l'aspect organisationnel, en effet, nous, on est sur un nombre de documents un peu plus important. Je vais peut-être partager la petite liste si je la retrouve, bien sûr, des documents qui ont été emportés. Alors, c'est là, partager. Voilà. Euh, Ici, par exemple, c'était sur l'animation autour de la mode et du textile. Donc, on est sur 26 documents. En général, on est entre 15 et 25. Là, c'est vrai que c'est assez important, mais ce sont beaucoup des petits documents visuels sous forme de manuscrits, de cartes postales, d'éphémères, de revues. Voilà. Donc, c'était pour montrer un petit peu la typologie de documents qu'on a pu emporter sur cette action. Et donc, le principe, c'est de faire une présentation commentée et de proposer ensuite aux usagers, enfin aux personnes présentes, de venir regarder de plus près les documents, voir de les manipuler, et puis de poser leurs questions sur des aspects plus précis et d'accentuer beaucoup la partie échange et sans qu'on soit dans une formule exposée qui serait quelque chose de descendant, mais plus de prendre le temps en effet de susciter des réactions et des échanges. Et puis, je voulais aussi ajouter qu'on est sur une action qui, au départ, était touchée 15 personnes. Et puis, on a eu un effet d'emballement avec une dernière édition qui était montée à 30 personnes détenues. Et là, on est revenu sur un... On s'est rendu compte que c'était trop et qu'en termes de profit pour le public, et ça permettait pas une consultation aisée ni une fluidité des échanges. Donc, on est revenu sur une jauge d'inscrits qui est autour de 15 maximum. Et ce que mes collègues aussi m'ont fait remonter, c'est qu'il y a aussi une fidélisation, donc avec des personnes qui reviennent à chaque édition des Trésors du patrimoine, donc qui sont intéressés aussi par le patrimoine en soi, en dehors de la thématique choisie. Merci. Et alors peut-être aussi un point sur les équipes qui animent ces temps-là, parce qu'en fait l'organisation est différente entre Chambéry et Rouen. Et donc voilà, parce que effectivement, sans voilà de appesantir, ce qui m'avait surpris en rencontrant donc Simon Davot à l'époque, c'était vraiment au tout début de mon arrivée à l'agence, c'était cette idée de dire qu'après tout, c'était un service comme un autre et que du coup, toute l'équipe allait participer, puisque c'était un service au public et que c'était la mission des bibliothèques. Voilà, quoi qu'il en soit, de fait, c'est un fait. Peut-être je retourne vers Nathalie, puis je laisserai après Émilie expliquer comment ça se présente à Chambéry, mais c'est vrai que j'avais trouvé aussi surprenant que quelque chose d'assez finalement logique. Enfin, voilà, ça m'avait pas mal questionné et ça me questionne encore en 2025 et ça fait 4 ans que je suis à l'agence. Donc voilà, enfin la petite discussion avec Nathalie qui va pouvoir expliquer un peu comment ça se passe à Rouen. En effet, comme je le disais au début de la présentation tout à l'heure, le projet d'établissement a vraiment mis en avant la médiation et les interventions, aussi bien in situ que hors les murs, de la part de tous les bibliothécaires. C'est-à-dire que les bibliothécaires ne sont pas que des chargés d'acquisition, des gestionnaires de collection, mais des passeurs, comme disait Marina, qui en effet ont pour mission première dans notre projet d'établissement d'être ces passerelles, ces personnes qui suscitent la curiosité, la découverte et qui permettent à tous les publics d'accéder à l'offre des médiathèques. Dans ce cadre-là, il a été défini aussi que chaque bibliothécaire des médiathèques devait participer au moins à une action de médiation, qu'elle soit in situ ou hors les murs. Donc s'inscrire soit dans l'action Lire à l'hôpital, dans un travail avec les centres sociaux, dans l'éducation artistique et culturelle, dans les actions de médiation au centre de détention
d'autres partenariats existent également. Donc ça, c'était déjà un prérequis qui, du coup, a engendré une évolution très forte du travail qui était effectué par les bibliothécaires dans les médiathèques de Rouen et agglomération, et aussi des retours très positifs de la part des publics. Pour ce qui est des trésors du patrimoine, alors pour le centre de détention, nous avons déjà tout un ensemble de bibliothécaires qui participent aux visites, aux rencontres littéraires et aux différents ateliers que nous pouvons proposer. Mais pour les trésors du patrimoine, il a été décidé à l'époque par la responsable de pôle, et je trouve que ça a beaucoup de sens, que l'ensemble de son pôle, qui était constitué de quatre personnes, elle comprise, devait construire et participer à ces séances dans un souci de cohérence, de cohésion, de travail d'équipe, de binôme aussi, parce que bon, quatre personnes, voilà. Et puis aussi pour pouvoir partager la préparation. Et aussi, c'est aussi lié au fait que le patrimoine n'est pas non plus une compétence qui est maîtrisée par l'ensemble des équipes des médiathèques, mais qu'il y a quand même une spécificité de connaissance fine des fonds et de leurs particularités qui faisait que c'est devenu aussi un projet du pôle patrimoine à part entière. Je ne sais pas si je réponds correctement ou Si, de merci manière beaucoup. un peu adéquate à ta question. Tu réponds tout à fait de manière adéquate à ma question. Et du coup, alors je vais demander à Émilie, comme on se connaît depuis longtemps, qu'il faut que tu fasses une réponse courte parce qu'il ne reste plus que 4 minutes à cette question-là. Et peut-être ajouter, parce que c'est une question que j'avais envie de vous poser à toutes, c'est vraiment qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement, vous en tant que, alors certes, bibliothécaire, mais aussi professionnelle et juste citoyenne. Qu'est-ce que ça vous apporte ces actions-là? Voilà, donc c'est une double question. Comment ça se passe à Chambéry en 2 minutes. Et voilà, ça va être rapide, mais j'avais envie que tu nous expliques un peu tout ça. Donc à Chambéry, en fait, on a une démarche qui est relativement à l'opposé de celle de Roanne, puisque l'objectif du service patrimoine, c'est de se décloisonner, c'est-à-dire de faire en sorte que à chaque exposition patrimoniale, chaque agent des bibliothèques puisse s'approprier le patrimoine, la thématique de l'exposition, etc. Et du coup, ces actions patrimoine voyageurs sont, pour les premières, été prises en charge par un binôme service patrimoine bibliothèque voyageuse. Et puis, pour la dernière exposition, le service patrimoine a totalement lâché son patrimoine puisque ce sont les collègues du service hors les murs enfin de la bibliothèque voyageuse, qui ont pris en charge les séances seules donc on a co-construit ensemble le choix des documents, les outils de médiation, et puis on a fait une formation et sensibilisation à la manipulation du patrimoine. Voilà comment ça se passe à Chambéry. Et juste, je profite parce qu'il y a une question dans le chat à laquelle je réponds très rapidement par rapport à une sélection des personnes détenues. Donc, par rapport à leur maîtrise de l'écrit, donc non, hein, nous, on prend toutes les personnes qui souhaitent venir assister à ces séances du patrimoine voyageur et on fait en sorte de rendre accessible le plus possible les objets, quels qu'ils soient. Voilà. Et dernière chose que ça m'apporte, j'ai 3 secondes, c'est horrible. Non, mais Euh, ça va, t'as 2 minutes, même pas, une. Ouais, je vais laisser une. Non, enfin, comment dire? Nous, on n'impose pas ces séances à la prison parce que c'est quand même, j'ai trouvé, personnellement, c'est très engageant. C'est-à-dire que on est dans un lieu particulier face à un public particulier, mais à titre personnel, enfin, ce sont de vraies expériences. Et un détenu avait parlé nous avait remercié pour la considération qu'on lui avait apportée. Et je crois que rien que ça donne beaucoup de sens à nos actions. Voilà.
Merci. Marina, peut-être parce que si tu veux, peut-être, ouais, parce que justement, Oui, voilà, mais tu fais c'est cette essentiel mission-là qu'on et entende Nathalie et Émilie, surtout, je crois, là, oui, c'était. bah, Moi, je c'était fais juste circuler l'intro. un tout petit peu. Et je partage juste le retour de détenus que j'ai croisés suite à une animation de la collègue d'Aix qui suit la visio, là, justement, ce matin, et que j'ai croisé avec les détenus qui avaient encore un peu d'or, des feuilles d'or de l'atelier qu'ils avaient mené et qui avaient des sourires. Pardon, des sourires immenses bah voilà, je crois qu'il y a une grande fierté aussi pour eux d'avoir pu mettre les mains techniquement aussi dans ces anciens livres et puis en faire quelque chose de moderne et la confiance qu'on leur a accordée pendant ce temps où ils ont un peu oublié la prison, je crois que c'est énorme en fait ce que vous arrivez à transmettre. Donc voilà, pourvu que ça continue et que vous ayez encore plein d'idées, de choses à Nathalie, pour eux. en 20 secondes. Je voulais juste préciser que le patrimoine n'est pas cloisonné à Roanne, parce que nous travaillons aussi beaucoup des actions patrimoniales avec la jeunesse, avec le numérique, avec d'autres pôles. Euh, Vraiment, là, cette spécificité, elle est surtout liée au centre de détention et aux interventions qui s'y déroulent, hein. Voilà, qui s'y déroulent dans de bonnes conditions. Merci beaucoup à toutes les trois. Peut-être soyez des bulles d'oxygène et ça c'est Marina et je trouve que alors si j'emploie très très souvent passeurs et passeuses d'histoire, je crois que ces bulles d'oxygène sont aussi une image que j'aimerais qu'on conserve et aussi celle de d'Anne Pélisson avec qui j'avais effectivement échangé pour un hors les murs que vous retrouvez en ligne, mais la valeur du document valorise celui qui le regarde. Je crois que c'est aussi une phrase que j'avais envie qu'on garde en tête. Voilà, un grand merci à vous. Merci, bravo à Valérie aussi, donc des archives municipales qui dit aussi une expérience pour elle superbe. Donc voilà, soyez des bulles d'oxygène, sortez de vos établissements, faites sortir les collections. Visiblement, elles s'en portent tout à fait bien, ces collections. Donc ayons pas peur. J'en profite pour dire que les collections restant dans les agglomérations, il n'y avait pas de problème d'assurance pour les documents patrimoniaux pour ceux que ça intéresse. Comme tout 11-12 qui se respecte, c'est un début de dialogue, donc n'hésitez pas à nous demander d'entrer en contact avec les collègues. On vous mettra en contact avec grand plaisir. Le prochain 11-12 aura lieu le 12 juin et c'est ma collègue Juliette Boutin qui va s'occuper de l'animer et ce sera autour des jeux de société en bibliothèque. Voilà, vous avez le lien d'inscription dans le chat. Et puis moi, je vous dis un très très grand merci à vous trois. C'est toujours acrobatique à 11-12 et là, voilà, on a fait ça en 1 heure encore une fois. Donc bravo à vous. Et puis, on continue de travailler ces questions-là et je suis sûre que ça va faire naître pas mal d'ateliers, de rencontres, de nouveaux projets. Donc, à très bientôt autour de ces questions-là et une belle journée de printemps à tout le monde. Merci à Au revoir. vous. Au revoir.